reprendre nos auditions avec la catégorie autonomie maintien à domicile. Autonomie et maintien à domicile, qui est une catégorie parrainée par la société Florin Motion, qui est une business unit de la société Target, qui est représentée par son directeur Jean-Sébastien Moignet. Merci. J'accueille aussi à ses côtés Monsieur Laurent Van de Broek, qui est directeur général Europe de Qualcomm Life. Merci beaucoup d'être là. Et Jean-François Ménudet, qui est responsable de projet santé et innovation au sein du cluster iCare. Merci à tous les trois. On attaque sans plus attendre le premier projet de cette catégorie. Il s'agit du projet porté par la CARSAT Languedoc-Roussillon. Donc en fait, les projets qu'on va vous présenter visent au maintien à domicile des seniors, puisqu'effectivement c'est un enjeu de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail que d'intervenir sur la prévention des risques du vieillissement et donc sur le fait de privilégier le maintien de vie à domicile des retraités. Pour cela, la CARSAT s'est engagée sur le champ de la Silver Economy. Et entre 2015 et 2016, elle a financé 16 projets nouvelles technologies pour plus d'1 500 000 euros qui visent donc à œuvrer sur le champ de la prévention de la perte d'autonomie. Derrière, donc, vous avez une présentation de ces différents projets. L'objectif, en fait, c'est de repérer les premiers signes de fragilité des seniors et de favoriser le confort de vie des retraités à domicile. Donc ces solutions, c'est favoriser la sécurité des retraités, que ce soit des objets connectés, que ce soit des capteurs. C'est de favoriser la coordination des acteurs, des actions autour de la personne âgée, notamment par exemple par un carnet de liaison numérique qui vise à privilégier les relations entre le retraité, les aidants familiaux et les aidants professionnels. C'est également de favoriser le lien social, notamment par l'échange de messages, de photos avec ses proches, par la création de réseaux sociaux. Donc ces solutions tournées autour de ces différents objectifs. Le côté innovant également de cet engagement de la CARSAT derrière, c'est de pouvoir référencer ces solutions. C'est-à-dire effectivement s'assurer que ces nouvelles technologies répondent aux besoins réels des retraités et aux besoins également des aidants familiaux et des aidants professionnels. Donc c'est pourquoi ces solutions sont en cours d'expérimentation à ce jour par 800 retraités et aidants familiaux. Donc ce sont des expérimentations d'usage et d'acceptabilité. L'objectif en fait de ces expérimentations auprès de ces 800 retraités, c'est d'évaluer leur retour sur l'accès à l'innovation, sur le service rendu, sur le plaisir d'usage, sur le coût que le retraité est prêt à supporter, puisqu'on sait que le problème des nouvelles technologies concernant les seniors, c'est également le problème d'accessibilité financière. Et c'est là qu'on retrouve tous les enjeux de la CARSAT, c'est justement de rendre accessibles ces nouvelles technologies dès lors que ces solutions sont considérées comme adéquates au vu des besoins des seniors. Donc comment rendre accessibles ces nouvelles technologies? C'est là qu'on en arrive au projet de la plateforme web de services nouvelles technologies. Donc derrière, c'est de référencer toutes les solutions qu'on a expérimentées auprès de retraités et d'aidants et donc qui ont eu un retour positif de la part de ces retraités. Donc toutes ces solutions sont en cours de référencement au travers de la plateforme de services nouvelles technologies qui sera mise en ligne au cours du mois de juillet sur les différents sites internet des caisses de retraite. Mais également, il y a tout l'enjeu aussi d'accessibilité financière, justement. Donc déjà, ces solutions ont été mises à titre gracieux auprès des retraités pour être expérimentées, parce que pour avoir un bon retour de ces expérimentations, mais dans un premier temps, il fallait que ça soit non onéreux pour les personnes qui les testent. Et de la même façon, dès lors qu'on les référencera au niveau des caisses de retraite, il y aura la possibilité d'une intervention financière de l'action sociale des caisses de retraite pour pouvoir accéder à ces nouvelles technologies. Donc c'est tout un enjeu et de test par les assurés sociaux de ces nouvelles technologies et derrière de référencement pour donner la bonne information à la bonne personne au bon moment, c'est un peu notre objectif, et également de travailler sur l'accessibilité financière.
Donc là, c'est une planche qui présente la plateforme comme elle a été prévue et construite, c'est-à-dire avec 4 thèmes: rester en lien, se sentir bien chez soi, se sentir en sécurité chez soi, prendre soin de sa santé. Aujourd'hui, on est en cours de travail parallèlement avec les conseils régionaux, avec les CCI, pour envisager d'étendre bien sûr cette plateforme à d'autres solutions, à d'autres nouvelles technologies que les 16 qu'on a financées au niveau de la Caisse d'assurance retraite. Et je vais laisser la parole à Geoffrey, puisque notamment dans le cadre de ces 16 solutions, on a développé le projet MaCarsat, qui s'adresse plus particulièrement aux bénéficiaires de l'action sociale de la CARSAT pour justement intervenir sur la prévention de l'isolement et le renforcement du lien entre la caisse, les assurés et les aidants. Bonjour. Donc, en moins d'1 minute, je vais essayer de vous aller au plus urgent, au plus intéressant de la solution. Donc, en plus du cahier de liaison qui sera destiné aux professionnels de prestataires d'aide à domicile, cahier de liaison sécurisé, il y aura la possibilité pour le bénéficiaire d'évaluer son état de forme par la mise en place d'un questionnaire simple avec un suivi dans le temps qui lui permettra d'évaluer ses risques éventuels de fragilité dans des axes différents, type capacité fonctionnelle, environnement santé. Et suite à ce questionnaire, lui sera délivré des conseils de mise en place d'ateliers qui seront géolocalisés, qui seront donc près de chez lui. Et également des fiches de prévention diffusées par la CARSAT afin de l'informer sur les risques éventuels de fragilité éventuellement détectés. Voilà, pour une partie du projet. En passant, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps, en passant aussi sur le fait que le bénéficiaire aura un lien avec ses aidants, donc naturels et professionnels, comme le disait Madame Paccard, via des applications type Skype pour l'échange de visioconférences, mail, etc., l'accès à des jeux pour entretenir son intellect, tout un tas de messages de prévention qui seront diffusés par la CARSAT Languedoc-Roussillon, des messages de prévention saisonnière pour la grippe, la canicule, etc. Mais l'aspect important de MaCarsat, qui est un des projets innovants de la plateforme web parmi les 16, c'est cet aspect de questionnaire de détection des risques de fragilité. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à 4 minutes de questions par le jury. Jean-Sébastien, si vous voulez commencer. Merci pour votre présentation. MaCarsat, plus précisément, comment vous le déployez d'un point de vue support électronique auprès des personnes concernées ? Donc MaCarsat est d'ores et déjà disponible sur les Apple Store et sur les Play Store en téléchargement mobile sur tablette. Donc le format prévu est sur un format tablette numérique, mais il sera également à l'avenir, évoluera pour être disponible sur téléphone, sur ordinateur et beaucoup plus tard sur télévision. Donc le support, une application téléchargeable gratuite de manière classique. Et vous avez vérifié avec les seniors qu'ils acceptaient de télécharger des applications de ce type, qu'ils en avaient la démarche naturelle et volontaire? Parce qu'on parle beaucoup de la génération baby-boomer qui est bien connectée, mais la génération actuelle, elle l'est quand même beaucoup moins. Donc comment ils peuvent accéder à ce type de plateforme et d'outils? Je vais vous répondre, peut-être Geoffrey complétera. MaCarsat, comme les 15 autres solutions, est en cours d'expérimentation par des retraités, par des aidants professionnels au travers des services d'aide à domicile. Donc justement pour voir quelle est leur acceptation du fait de télécharger une solution, d'après d'utiliser un carnet de liaison en ligne avec les aidants. Donc la première expérimentation pour le grand public, on va dire, parce qu'effectivement MaCarsat est gratuite pour tout retraité qui le souhaite, pour justement évaluer les risques de fragilité et derrière pouvoir recevoir les actions de prévention adéquates, les messages de prévention. Donc ça a déjà été expérimenté et on a eu un retour positif des retraités qui ont expérimenté la solution. Et là, ce qui est en cours de test, c'est justement l'expérimentation auprès des aidants professionnels, des aidants familiaux en lien avec les retraités, pour plus particulièrement le carnet de liaison numérique. Donc là-dessus, on n'a pas encore les retours de façon exhaustive, mais la première expérimentation sur télécharger la solution. Et alors, sachant que comme l'enjeu quand même de la CARSAT derrière, c'est de viser les assurés qui sont le plus à risque de fragilité sociale,
Pour accéder à Macarsat pour les bénéficiaires de l'action sociale, il y aura la possibilité de prise en charge financière du matériel si besoin, de l'accès à la 4G et de l'abonnement pour le carnet de liaison numérique. Merci pour la présentation. Dans cette, je dirais, politique de distribution, si vous visez une distribution à travers des assureurs, je crois que c'est une bonne stratégie. Dans le test actuel avec les 800 patients ou retraités, vous avez des remontées d'informations également sur l'acceptabilité au niveau des coûts, c'est-à-dire ce dont le retraité aurait besoin pour ensuite adopter définitivement la solution, coût d'adoption et coût d'utilisation. C'est là effectivement également le grand intérêt de ces expérimentations à l'heure actuelle, puisqu'il y a un réel travail avec chaque entreprise concernée par rapport aussi au coût. C'est-à-dire que lorsque l'expérimentation dure entre 2 et 4 mois selon les solutions, et notamment il y a des questions qui sont posées sur le coût qu'ils sont prêts à supporter pour après accéder à l'applicatif. Alors les coûts prêts à supporter, c'est variable d'une solution à l'autre bien sûr, mais souvent les entreprises sont amenées à revoir à la baisse les coûts estimés initialement parce que justement, alors souvent aussi il y avait des propositions derrière d'approfondir certains pans marketing, certaines études particulières, et puis derrière d'arriver à concilier à la fois la proposition de l'entreprise, le coût prêt à supporter par le retraité, et puis nous, Carsat, à hauteur de combien on pourra aussi participer financièrement pour favoriser cette accessibilité de ces solutions. En moyenne, on tourne sur des solutions qui ont des abonnements mensuels de 30 €. Mais c'est très variable après d'une solution à l'autre. Je vais vous couper, on va faire une toute petite dernière question avec Jean-François. Dernière question, en fait, merci pour la présentation, que je trouve qu'il montre une belle mécanique vertueuse aussi de développement d'innovation, ce qui n'est pas forcément si simple à trouver. Question sur l'évaluation, vous parlez beaucoup de tests d'acceptation, d'usage. Est-ce que notamment sur le volet prévention qui a un impact sur l'état de santé, vous prévoyez à terme une évaluation sur l'amélioration de l'état de santé, vous en tant qu'en plus assureur et payeur ? Alors, l'évaluation est aussi un grand enjeu des caisses de retraite, parce qu'effectivement, le champ de la prévention, l'enjeu derrière, c'est de voir si ce sont des actions utiles, efficientes, qui ont un impact sur les comportements de santé, par exemple. Donc, parallèlement, on travaille au niveau des caisses de retraite dans le cadre d'observatoires régionaux des situations de fragilité. Et donc, dans ce cadre-là, on croise des bases de données, maladies, retraite, famille, pour justement mesurer l'impact d'offres de services et d'actions de prévention sur les comportements de santé des personnes et sur le champ de la prévention plus globalement. Mais c'est effectivement un de nos grands objectifs aussi de poursuivre sur le champ de l'évaluation. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On va enchaîner avec le projet suivant. Projet suivant qui est un projet porté par la Fondation IL10 qui va nous présenter son projet d'imprimante 3D. Bonjour, Julie Philippe, ergothérapeute au centre de Péraridi dans le Finistère à Roscoff. Alors je suis aujourd'hui présente pour vous présenter le projet imprimante 3D au service du handicap. Pour commencer, j'aimerais d'abord vous rappeler ce qu'est l'ergothérapie. Donc l'objectif de l'ergothérapie va être de maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. L'ergothérapeute va donc analyser les habitudes de vie du patient pour essayer de réduire les situations de handicap, voire de les supprimer. L'ergothérapeute va pouvoir avoir plusieurs missions. Il va dans un premier temps évaluer les capacités et incapacités du patient, analyser les besoins. Il va pouvoir rééduquer, réinsérer, réadapter, réhabiliter. Il va pouvoir proposer des activités, aménager l'environnement. Et dans un dernier temps, il va favoriser le retour à domicile du patient pour qu'il puisse reprendre ses activités du quotidien, ses activités de loisirs ou encore son activité professionnelle. Donc l'ergothérapeute va être l'intermédiaire entre les besoins d'adaptation de la personne et les exigences de la vie quotidienne en société. Plus précisément, dans le projet qui nous intéresse, l'imprimante 3D, l'ergothérapeute va accompagner le patient dans l'acquisition d'aides techniques. Il va pouvoir conseiller l'aménagement du domicile ou du véhicule. Et il va accompagner le patient dans l'apprentissage de techniques de compensation dans la vie quotidienne. Alors, pour acquérir une aide technique, on va suivre plusieurs étapes.
On va d'abord rechercher dans les bases de données, les catalogues, tout le matériel qui peut exister sur le marché. On va pouvoir prendre contact avec des revendeurs médicaux. Mais parfois, les aides techniques ne vont pas correspondre au cahier des charges qu'on s'est fixé en début de prise en charge. Nous allons donc être amenés à fabriquer des aides techniques spécifiques aux besoins du patient. Donc on va pouvoir utiliser des matériaux comme le contreplaqué, la mousse, le thermoformable, et on va pouvoir parfois faire appel aux services techniques pour de la soudure, de la mécanique. Posséder une imprimante 3D au sein de notre service d'ergothérapie nous permettrait d'élargir nos champs de compétences. En effet, une imprimante 3D, juste pour rappel, c'est une technique de fabrication dite additive qui va procéder par ajout de matière. On va partir d'un fichier informatique et d'objets de base tels que des cubes, des ronds, des triangles qu'on va déformer pour pouvoir avoir un objet fini. Et l'imprimante 3D va agir par dépôt de fil, elle va refabriquer en 3 dimensions l'objet qu'on a réalisé sur le fichier informatique. L'imprimante 3D nous permettrait donc d'augmenter notre potentiel de création d'aides techniques adaptées et nous permettrait surtout d'avoir un objet fini, solide, esthétique, léger, peu coûteux et hygiénique. Alors, pour illustrer cette utilisation de l'imprimante 3D au sein d'un service d'ergothérapie, je voulais vous présenter l'histoire de Monsieur C. Donc, Monsieur C est tétraplégique suite à un accident de vélo qui est survenu le 24 mai 2016. Il a été accompagné par une de mes collègues et suivi en ergothérapie de janvier 2016 à février 2017. Alors, c'est un monsieur qui, au niveau de ses capacités fonctionnelles, ne peut pas utiliser ses membres inférieurs. Rapidement, ma collègue a travaillé sur l'achat d'un fauteuil roulant manuel. Au niveau des membres supérieurs, c'est un monsieur qui a la possibilité de pouvoir avoir ce mouvement d'épaule. Il peut utiliser les poignets et sa main, mais les poignets, il ne peut les utiliser qu'en position de pronation. La supination est impossible. Et il a la possibilité de faire cette prise-là, qu'on appelle la prise digito-palmaire, et il a une prise fonctionnelle 1-2, mais qui se fait sans force. Donc ma collègue a été obligée de travailler sur l'achat et l'investissement de plusieurs matériaux adaptés, mais même les matériaux adaptés ne correspondaient pas forcément aux besoins de Monsieur C. Elle a travaillé sur l'achat d'un fauteuil roulant électrique. Pour manipuler un fauteuil roulant électrique et pour manipuler le joystick, il faut avoir une préhension fonctionnelle entre les 5 doigts de la main. Ce n'était pas possible pour Monsieur C. Alors, je vous ai apporté... du coup, elle a réalisé du coup un joystick que vous voyez en bas. Avec une imprimante 3D, on aurait pu réaliser le joystick qui est au-dessus. Donc beaucoup plus esthétique, plus beau, peut-être plus facilement acceptable pour le patient aussi. Elle a également réalisé un couvert adapté avec du cuir, une sangle qui a été réalisée en cuir et en couture, donc très fonctionnel. Monsieur C peut donc manger avec cette fourchette, mais ce n'est, comme vous pouvez le voir, c'est pas très esthétique. Alors, je voulais terminer cette discussion et l'ouvrir par une diapositive que j'ai intitulée « Élargir le champ des possibles ». En effet, ma collègue et moi avons rencontré les ingénieurs du centre de Carpap à Lorient en décembre dernier, Jean-Paul Desparte et Willy Allègre. Ils utilisent l'imprimante 3D au sein de leur établissement. Le laboratoire est au cœur du service de rééducation. Il est utilisé par les ingénieurs, les ergothérapeutes. C'est un modèle de fonctionnement pour notre établissement. En effet, quelques semaines après la réception de leur imprimante 3D et l'utilisation avec les patients, ils ont ouvert le Rehab Lab. À ce jour, on ne connaît aucun centre de rééducation qui travaille de cette façon avec un laboratoire intégré au centre de rééducation. Nous aimerions du coup nous en inspirer et on est persuadé qu'avec l'imprimante 3D, on pourrait vraiment élargir nos champs de compétences et pouvoir travailler en collaboration avec les patients pour réaliser des aides techniques adaptées, fonctionnelles et esthétiques. Le projet va un petit peu plus loin que ça. En collaboration avec l'équipe de Carpap, on aimerait créer la première plateforme de partage de fichiers numériques d'aide technique entre équipes de rééducation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le centre de Carpap a mis en ligne une plateforme internet Thingiverse. Ils ont mis en ligne 10 aides techniques. Il y a à ce jour 900 téléchargements des 10 aides techniques qu'il y a.
Excusez-moi, je suis désolé, mais on est vraiment au bout des 5 minutes. Je dois vous couper. Je vous remercie pour votre attention. J'avais terminé. C'est pour pouvoir permettre de poser des questions par chacun des membres du jury. Je vous laisse la parole, messieurs. Merci pour la présentation. Et puis, on perçoit vraiment tout le potentiel de l'impression 3D hein, dans les besoins qui sont les vôtres. Ma question, c'est par rapport à la place de l'imprimante 3D au sein de votre établissement directement versus un modèle qui s'appuierait soit sur un Fab Lab en accès assez libre ou en tout cas une mutualisation d'une ressource entre plusieurs centres dans une même région, voire même à distance. Aujourd'hui, dans l'industrie, il y a des systèmes qui fonctionnent avec l'envoi de fichiers et le retour d'une pièce en moins de 24 heures. Hein. Donc pourquoi finalement l'avoir à domicile? Alors ça serait au centre de rééducation, parce que au niveau de tout ce qu'on peut être amené à faire au sein du service d'ergothérapie, le temps et l'énergie qu'on peut mettre à réaliser parfois des aides techniques, le temps de réflexion va nous prendre du temps au niveau de la prise en charge, et ce temps on l'a pas forcément, et on passe peut-être à côté d'autres points plus importants dans la prise en charge. L'imprimante 3D nous permettrait de gagner du temps et de l'énergie et d'avoir des objets finis, solides et esthétiques. Mais par rapport au fait, je sais pas, vous évoquez un centre à Lorient qui n'est pas si loin que ça. Oui. Enfin, à l'échelle de la France en tout cas. Voilà, ces mutualisations-là ne sont pas forcément, et je trouve surtout qu'elles sont intéressantes dans la logique que vous évoquez dans la deuxième slide, d'une communauté qui s'installe autour de cette problématique. Donc voilà, c'était l'idée de mutualisation, parce que c'est vrai qu'on sait que ces ressources-là ne sont pas forcément non plus exploitées 24 heures sur 24 dans un établissement comme le vôtre, je suppose. On a repris un peu le listing depuis le début de l'année des patients avec lesquels on aurait pu travailler sur l'imprimante 3D. Ce qui nous semble aussi important, c'est de travailler, le patient est au cœur du projet, c'est-à-dire que c'est lui qui va venir avec l'idée, l'ergothérapeute va pouvoir être là pour l'accompagner dans cette réflexion. Et c'est pas seulement une réflexion du thérapeute, mais on participe aussi à la revalorisation du patient dans ce projet-là. Ça peut être des objectifs de rééducation aussi. Une autre question. Oui, en fait, ça sera très court parce que j'avais exactement la même question. En tout cas, beau projet, on voit les bénéfices immédiats, donc c'est intéressant. Mais en complément de la question qui vient d'être posée, de la réponse, on parle de quel coût, quel investissement en fait? Alors, une imprimante 3D, ça coûte 3 500 €. Après, derrière tout ça, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir être formé aussi à cette imprimante 3D, parce qu'on peut bidouiller avec, mais on ne va pas aller assez loin. Donc, une formation pour savoir comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut en faire, et l'utiliser vraiment dans toutes les potentialités qui existent. Je pense qu'on n'a pas encore conscience de tout ce qu'on pourrait faire avec cette imprimante 3D. Là, je parle d'aide technique du quotidien, mais je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Il nous reste une petite minute pour une petite question. Oui, moi je vais dans la continuité du dialogue qu'on a avec le jury. La notion de mutualisation, je pense, est très importante. Et ce que vous avez soulevé à la fin, qui me semble vraiment fondamental, c'est le développement de cette plateforme communautaire d'échange avec des professionnels ergothérapeutes, voire des laboratoires spécialisés dans la réhabilitation, qui peuvent déjà être équipés et qui pourraient vous permettre d'avancer probablement plus rapidement. Est-ce que vous avez évalué ce que ça nécessiterait comme ressources et moyens pour arriver à monter cette plateforme d'échange, de partage, qui me semble tout à fait approprié pour la population que vous souhaitez aider? Alors, je pense que M. Despart et M. Alec du centre de Carpap, qui sont ingénieurs, ont déjà avancé le travail. Nous, ce qu'on aimerait dans la mise en place au sein de notre établissement, c'est pouvoir, pourquoi pas, détacher un ergothérapeute sur un temps de gestion de cette imprimante 3D, et aussi développer toute la communication autour de ça. C'est-à-dire prendre contact avec des écoles d'ingénieurs, d'autres centres de rééducation, mais ça prend du temps, et c'est des choses qui sont en plus de la prise en charge. Il faut qu'on continue à se battre, mais c'est des choses en plus. Donc on est certain qu'il y a un potentiel derrière tout ça, mais il faut qu'on soit actif dans les démarches de recherche, de dons, de financement. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On enchaîne ensuite avec le projet numéro 3. Troisième projet de cette catégorie, c'est le projet SlideSpeak qui est présenté par Laurent Grenier. Bonjour à tous, je suis Laurent Grenier, le fondateur de la startup Mookie, éditeur de la solution SlideSpeak.
Donc SlideSpeak, c'est une solution de haute accessibilité qui permet aux patients aphasiques de communiquer au travers d'un réseau soignant, patient, famille ou proche. Donc l'aphasie, c'est quoi? C'est la perte partielle ou totale de la faculté de parler, de lire, d'écrire ou même de comprendre le concept de mots, d'appréhender le concept de mots. Donc ça survient suite à des troubles neurologiques. Donc ça peut être un AVC, une tumeur cérébrale, une maladie de Charcot ou alors un traumatisme crânien. Ou alors ça peut venir d'une intervention chirurgicale suite à une laryngectomie. Donc dans tous les cas, on aboutit à une rupture de la communication entre le patient et son entourage, donc ses proches, ses familles et ses soignants. Donc ça concerne à peu près 70 000 personnes par an, donc c'est en France, qui sont aphasiques temporairement ou définitivement. Donc notre solution, elle s'utilise très simplement, donc c'est une solution de haute accessibilité, donc on a besoin de juste un doigt de la main, et n'importe quel périphérique tactile. Donc ça peut être un smartphone, un écran d'ordinateur ou une tablette, n'importe quel périphérique tactile qui a un navigateur Internet. Donc vous produisez un son dans la langue que vous avez préalablement configurée. Donc c'est multilingue, vous pouvez parler en arabe, en anglais, en ce que vous voulez. Et ce son est diffusé localement à une personne qui est proche de vous, donc localement dans la même pièce, ou alors il est diffusé sur un réseau privé aux patients que nous avons préalablement configuré. Donc il peut être le réseau soignant, le réseau associatif, le réseau famille ou le réseau de proches, le réseau des enfants, voilà. Donc ça permet à la personne de communiquer en étant chez soi avec des personnes partout ailleurs. Voilà, notre premier patient qui a utilisé l'application, c'est une personne de 88 ans qui est hospitalisée au service gériatrique de l'hôpital de Saint-Gaudens. Donc elle est allongée suite à un AVC, elle ne peut plus bouger, elle est aphasique et donc elle est sur son lit d'hôpital. Pour vous donner un exemple d'utilisation, on pose le téléphone, n'importe qui peut aller voir cette personne ou on peut lui laisser un téléphone. On pose le téléphone sous la main de la personne, il n'y a pas de téléchargement d'application, on se connecte juste au site internet. Et la personne, avec son doigt, fait glisser vers la gauche pour dire une certaine phrase, vers la droite pour dire une autre phrase. Donc il y a un système de reconnaissance gestuelle. Voilà. Au niveau de l'innovation, on innove déjà sur notre approche de l'aphasie, parce que les concurrents essayent de faire parler les personnes aphasiques. Nous, on se concentre sur la nature des liens entre les patients et leur entourage. Donc nous innovons technologiquement avec ce qu'on appelle Web2Sound, qui permet de jouer un son sur n'importe quel site web sans demander d'autorisation à l'utilisateur, avec Swipe Motion Detection, qui permet de détecter les mouvements d'un utilisateur sur une surface tactile. Nous innovons ergonomiquement avec une solution de haute accessibilité qui peut être utilisée par des non-voyants, des analphabètes ou alors des personnes lourdement handicapées. Et nous innovons aussi par la haute disponibilité, puisque, je l'ai déjà dit, c'est disponible sur tout support tactile et c'est disponible aussi au moindre coût, puisque aujourd'hui le parc de smartphones est vraiment énorme. Donc, nous essayons aussi d'innover sur le modèle économique. On a fait le tour des associations de patients, on a discuté avec des aidants, on a discuté avec des hôpitaux et des cliniques, et chacun a des compétences spécifiques à apporter aux autres acteurs. Donc on a constaté non seulement qu'ils n'étaient pas très bien coordonnés, mais aussi que l'entreprise était très mal vue par notamment les patients et les associations, qui voient plutôt là des gens qui viennent pour rechercher de l'argent. Et voilà. Donc on a discuté avec eux pour travailler et trouver un modèle qui permette à tout le monde de bien vivre. Donc pour construire une offre produit, on a un bundle qu'on propose, c'est le produit, donc l'application. On propose aussi une formation thérapeutique, un travail avec des formatrices thérapeutiques qui vont aider les patients à apprendre à utiliser l'application. Donc ils les accompagnent. Nous, on accompagne les clients, les patients et tous les utilisateurs du système avant et pendant l'utilisation de l'application. Donc pour atteindre nos objectifs dans le modèle économique, on s'appuie sur les professionnels de la santé pour le côté financier, mais d'un autre côté, on leur libère du temps, on essaie de ne pas monopoliser les ressources. On s'appuie sur les patients experts pour avoir les connaissances sur la pathologie nécessaire pour augmenter nos compétences métiers et aussi sur les soignants. Et on met à profit au maximum le temps des patients parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ceux qui avaient du temps dans tout ce système-là, dans cet écosystème, cette pathologie, c'était les patients. Ils avaient souvent énormément de temps et surtout la volonté d'aider les autres, de travailler sur l'application en aidant les autres. 30 secondes.
Voilà. Donc je terminerai en disant que récemment, il y a un chirurgien neurologue qui a refait parler un tétraplégique, qui a fait bouger l'index d'un tétraplégique. Et cette personne-là, par exemple, elle pourrait à nouveau parler en utilisant notre application. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. On peut l'applaudir. Je passe maintenant la parole aux membres du jury. Merci pour la présentation. J'ai juste 2 questions. Vous l'avez mentionné, je crois, dans la présentation, que c'est quand même un environnement assez compétitif dans ce domaine-là. Enfin, il y a plusieurs acteurs qui essayent de se positionner, qui sont déjà positionnés. Donc, est-ce que vous avez une stratégie de brevet ou de l'IP sur ces éléments? Et la deuxième question, je crois que vous l'avez dit, la cible de prescription, c'est quand même le personnel de santé, enfin, ou le médecin. Comment vous le visez à lui faire adopter cela et à couvrir et à redistribuer aux patients? Déjà, pour la première question, c'était quoi le brevet, donc on est en contact avec l'INPI pour un dépôt de brevet déjà, donc ça c'est déjà acté. Et quant aux professionnels de la santé, par exemple, on prend le cas de la clinique de Muret, la clinique d'Occitanie à Muret avec qui on travaille. Donc eux, déjà, ça leur apporte le fait de pouvoir travailler avec des patients avec qui ils ont du mal à travailler, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que les personnes n'ont pas de possibilité de communiquer avec eux. Et aussi, ils sont intéressés par l'autonomie du patient et comment améliorer la qualité de vie de ces patients-là, qui aujourd'hui, avant ça, le patient il reste allongé sur un lit d'hôpital et on se contente de l'interprétation des mimiques de la personne pour essayer de comprendre ce qu'elle veut dire ou pas. Ouais. Merci pour la présentation et pour faire suite à la précédente question en fait, sur les concurrents. C'est vrai que parmi les concurrents, il y en a notamment, je pense, qui exploitent des systèmes de pictogrammes qui sont utilisés au départ pour les problèmes linguistiques dans différents pays. Quelle est finalement la plus-value de votre solution par rapport à un système de pictogrammes bien pensé tel que ça peut exister aujourd'hui? Alors déjà, les pictogrammes, ça suppose que la personne sait lire et a encore la compréhension, sait lire ou écrire. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas chez les personnes aphasiques, puisque c'est la neurologie, le système est lié, le système du langage, parfois, ces deux choses sont liées. Nous, on propose ce qui n'est jamais proposé, donc ce qu'on a vu avec les associations et les orthophonistes, ce qui n'est jamais proposé sur ce type d'application, c'est l'accompagnement. Donc, nous, on reste avec nos formateurs thérapeutiques, on travaille avec Wakae Santé, qui sont 2 personnes qui travaillent sur la formation thérapeutique, et l'accompagnement des patients. Donc, c'est nous qui configurons l'appli. Donc, toutes ces solutions qui sont concurrentes, elles sont configurées on les propose au client qui doit se les configurer lui-même et qui souvent n'est pas du tout dans cette optique-là, puisque 75% des personnes concernées ont plus de 65 ans. Donc c'est très difficile d'introduire les smartphones sur ce périmètre-là. C'est pour ça qu'on a besoin de les accompagner. Voilà. Moi, j'ai pas compris votre modèle économique. Qu'est-ce que ça coûte et qui paye quoi? Alors, qui paye quoi? C'est un abonnement en fonction de... On travaille des professionnels, c'est des professionnels qui payent des licences, en fait, en nombre d'utilisateurs. Donc, ils ont des patients qui sont dans ces cas-là. Donc, ils prennent des licences avec un certain nombre de patients. Donc, c'est gratuit pour l'utilisateur, c'est le professionnel de santé qui paye. Donc, ça veut dire que c'est le professionnel de santé qui paye, mais il va payer uniquement dans le cadre d'un établissement de santé, pas dans le cadre d'un domicile? En fait, justement, la rupture avec cette application-là, c'est qu'il n'y a pas de frontière domicile, établissement de santé. Parce qu'en fait, la personne peut communiquer sur le réseau et continuer à communiquer comme c'est le cas aujourd'hui, les patients aphasiques. Donc, ils ont souvent d'autres pathologies. Parce que là, on parle de l'aphasie, mais ça leur permet de travailler sur leurs autres pathologies. Parce que quand on a un aphasique suite à un AVC, on continue à travailler avec l'établissement de santé, puisqu'on y va régulièrement pour travailler, faire de la kiné, ou voilà, pour retrouver le mouvement de certains membres. Ou, voilà. C'est le cas des hémiplégiques ou les quadraplégiques, dans les pires des cas. Dernière question sur le modèle économique. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une aide technique qui peut être prise en charge par l'APA ou des financements de ce type-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous visez, vous, dans la prise en charge du dispositif? Non, pour l'instant, on n'a pas abordé ce... Merci beaucoup. On va conclure là-dessus, on peut l'applaudir.